Bienvenue à la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain depuis Lausanne en Suisse. Vous avez été nombreux à l'attendre, et bien nous y sommes. Zion Kickup Startup se réjouit de vous accueillir et de passer en votre compagnie les 5 prochains jours. Saviez-vous que les Africains basés hors du continent sont les premiers bailleurs de fonds de l'Afrique et la Suisse, la première place européenne pour les transferts d'argent des étrangers vers leur continent d'origine? Autour du thème « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible », rencontrons les entrepreneurs africains de Suisse, véritable puissance financière, économique, intellectuelle, etc. Amis de l'Afrique, ce salon est pour vous. Chaque jour dès 12h30 et vendredi dès 10h, parcourons les allées du salon. Parlons agriculture, santé, développement durable, énergie, technologie, formation et retour au pays. Les pays africains et la Suisse auront l'occasion de clarifier leurs offres pour les entrepreneurs et les entrepreneurs potentiels. Nous aurons l'occasion de faire du réseautage. Nous en saurons plus sur la ZLECAf. Nous discuterons autour du thème « Que peut-on apprendre de l'Afrique ?» et vous, public, pourrez voter pour le meilleur pitch projet. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur www.salonafriquezks.com pour vous inscrire. Faites savoir. Connectez-vous aux réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn de Zion Kickup. Invitez et surtout, restez connectés. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. « 35% en moins pour 2025. Et même 80% en moins pour l'horizon 2050. C'est le nombre d'emplois qui vont disparaître, donc plus de chômage. Cette perspective touche toutes les classes de la société et tous les secteurs professionnels, tels que l'horlogerie, La vente, L'industrie, la communication, l'informatique, l'administration, le juridique, etc. etc. Allez-vous attendre de vous y retrouver pour agir? allez-vous attendre que cela vous touche pour réagir de manière significative? Décidez de prendre votre destin en main. Cela commence aujourd'hui, ici et maintenant. Chez Zion Kickup Startups, nous avons compris cela et nous avons décidé de nous mettre en action. Mais nous ne voulons pas le faire seuls. Vous aussi, vous devez faire quelque chose. Nous sommes cette plateforme qui vous offre la possibilité de fédérer, Échanger, travailler, innover, créer. Se vendre, mais ensemble. Nous formons un réseau de compétences, de formation, d'équipement et de sensibilisation à la création d'entreprises. Notre ADN, c'est le leadership. Notre colonne vertébrale, c'est l'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes dynamique, vous avez toujours voulu créer votre propre business, mais vous ne savez pas par où commencer, vous avez un beau projet, vous hésitez encore à vous lancer, alors nous sommes là pour vous. Rejoindre Zion Kickup Startups, c'est concrétiser votre projet. Être propulsé dans le monde de l'entrepreneuriat. mais c'est aussi rejoindre une vision, une éthique. Alors n'attendez pas, venez, nous parlons votre langage. Au programme cette semaine, lundi, agriculture. Mardi, santé, développement durable. Mercredi, énergie. Jeudi, formation, témoignage. Vendredi, réseautage, conférences, débats, distinction pitch, etc. Journée santé, développement durable. Allons à la rencontre d'un entrepreneur. L'exposé du jour. À vos marques, prêts, pitchez. En Afrique, 7 médicaments sur 10 sont contrefaits. Entre déchets d'usine et contrefaçon, il est difficile de s'y retrouver sur le marché du médicament africain. Voyons comment les entrepreneurs du continent s'y prennent pour sauvegarder la santé de leurs congénères.
Bonjour, je suis Franck Etiambo. Je suis l'un des premiers KimboCare enthousiastes. Mes responsabilités au sein de cette entreprise sont multiples. Vous savez, c'est une start-up, on doit faire pas mal de choses. Donc, la première responsabilité, c'est au niveau de la stratégie. C'est de définir les meilleurs endroits du monde par lesquels on va commencer à déployer nos services. Le deuxième aspect, c'est la technologie. Vous savez que KimboCare est une plateforme technologique très avancée, développée dans les meilleurs laboratoires suisses. Donc il faut encadrer le développement de cette technologie. Et la troisième activité, ce sont les opérations. Donc il faut encadrer nos cliniques partenaires sur le terrain pour faire en sorte qu'elles ne manquent de rien en termes logistiques et en termes d'accompagnement. La mission principale de KimboCare, c'est d'offrir un accès à des services médicaux de qualité à des millions d'Africains. Donc, de par sa mission, de par ses objectifs initiaux, KimboCare veut contribuer de manière très significative au développement de l'Afrique. Vous savez très bien que si vous êtes en très bonne santé, alors vous pouvez avoir une très bonne éducation, vous pouvez avoir un meilleur travail. Et donc du coup, tous ensemble, on pourra contribuer au développement de notre continent. Notre entreprise KimboCare est basée en Suisse, dans la région de Lausanne. Et donc vous voyez qu'on est soumis à l'exigence de qualité de la Suisse. Vous savez tous bien que la Suisse a une excellente réputation partout dans le monde, et chez KimboCare on s'impose le même niveau d'excellence. Effectivement, on propose un certain nombre de prestations sur notre plateforme. Vous allez pouvoir les découvrir sur la plateforme www.kimbocare.com, mais la principale, ça reste le fameux crédit de santé, qui est une prestation médicale payée en avance pour une personne financièrement défavorisée. Vous allez pouvoir trouver tous les détails sur notre plateforme et n'hésitez pas à tester et à utiliser le plus rapidement possible vos crédits santé qui vous offrent de la transparence. Vous êtes sûr que votre argent est utilisé à bon escient, de la flexibilité. Vous pouvez acheter autant de crédits que vous voulez quand vous le voulez. Ce n'est pas une assurance maladie. Donc on offre plusieurs avantages à nos clients. Le premier avantage, par exemple, pour les contributeurs, c'est que maintenant ils ont la certitude que leur support financier a servi intégralement à soigner leur personne. Le deuxième avantage, c'est que ce n'est pas une assurance maladie, donc vous avez la flexibilité de donner ce que vous avez quand vous pouvez. Et aussi pour le patient, parce que le patient est au cœur de notre problématique chez KimboCare, c'est que le patient, il a accès très rapidement. En moins de 5 minutes, le patient peut avoir accès à des structures médicales de qualité. Donc plus besoin d'attendre dans des agences de retrait d'argent. Vous allez directement à l'hôpital et vous y êtes attendu. Vous recevez la meilleure qualité de service et la meilleure qualité de soins. Ça, ce sont des avantages fondamentaux que la start-up KimboCare offre non seulement aux contributeurs, mais également aux patients qui sont au cœur de notre initiative. KimboCare a commencé l'année dernière déjà en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a ouvert nos opérations au Cameroun et l'impact social a été immédiatement perceptible. On a plus de 250 000 interactions sur nos réseaux sociaux, un pipeline de milliers de personnes qui veulent donner, potentiellement qui veulent contribuer à l'amélioration de la santé en Afrique, et on a déjà traité une bonne centaine de patients. Donc rien qu'en quelques mois d'opération, KimboCare apporte déjà une pierre significative à l'édifice de la santé dans ces régions d'Afrique de l'Ouest. On espère pouvoir étendre ce système également dans d'autres régions. La place de la Suisse a été une place très importante.
non seulement on jouit de la très bonne réputation de la Suisse avec ses structures de très bonne qualité, on a la chance d'avoir le bassin de l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne qui offre des laboratoires qui font partie des meilleurs laboratoires en Europe et même d'ailleurs dans le monde. On a également un très grand bassin d'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup d'intervenants dans la sphère entrepreneuriale qui nous accompagnent et qui nous permettent en fait d'apporter le plus haut niveau de satisfaction à nos clients. On a également aussi des institutions étatiques telles que le Fonds de l'innovation et la technologie, telles que Innovo, telles que Genilem, qui sont tous des associations qui offrent le cadre nécessaire aux entrepreneurs pour pouvoir apporter leurs services de manière efficace, efficiente et surtout de qualité à leurs clients. Il y a deux défis majeurs qui persistent. Le premier défi majeur, ça reste la confiance. On est dans un écosystème où la confiance a été érodée par des années, voire des décennies de pratiques difficiles. Et donc du coup, les personnes ont de moins en moins confiance au système. Donc KimboCare revient dans cet écosystème avec un système qui vous donne le plus haut niveau de transparence quant à l'effectivité de vos soins. Donc on espère que grâce à ce moyen-là, on va pouvoir redonner la confiance à notre population. Le second défi majeur que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est la technologie. On a beaucoup d'espoir en Afrique aujourd'hui grâce au téléphone portable. On a plus de 3 personnes sur 4 qui ont un smartphone, qui ont un téléphone portable. Donc grâce à cette technologie, on espère pouvoir atteindre des populations qui étaient difficilement atteignables avant. Donc KimboCare répond à ces deux challenges de manière magistrale et très intelligente. Zion Kick-Up Startup fait un travail remarquable. En général, on a des parties prenantes dans un écosystème de l'entrepreneuriat africain qui sont disloqués. Donc, grâce au salon de l'entrepreneuriat, Zion Kick-Off Startup permet de consolider toutes les forces en présence. Et on sait très bien qu'ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Et donc, c'est cette vision-là que Zion Kick-Off Startup est en train de défendre. Et ce salon de l'entrepreneuriat est une chose qu'il faut vraiment encourager pour qu'elle puisse aller au-delà d'une centaine d'éditions. Donc vraiment merci à Zion Kick-Off Startup de pouvoir mettre ensemble cet écosystème et à pouvoir être un peu une sorte de catalyseur dans cet écosystème qui mérite beaucoup plus de visibilité et que leur travail reste super important. On a passé de très bons mois ensemble. Vous êtes certainement aussi devenus des KimboCare enthousiastes. Donc vous voulez à votre niveau apporter votre petite pierre à l'édifice au niveau de la santé de vos proches ou de la santé de la population en Afrique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire 3 choses pour KimboCare aujourd'hui. La première chose, c'est d'aller sur LinkedIn, notre réseau professionnel. Et n'hésitez pas à nous y suivre. La deuxième chose, c'est faire la même chose mais avec Facebook. Allez également sur Facebook, commenter, liker, partager nos publications. Et finalement, la troisième chose qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est d'aller sur notre site internet, acheter vos premiers crédits de santé et testez-les. Parce qu'en fait, on ne peut s'améliorer qu'avec l'utilisation d'une plateforme. Donc, immédiatement après cet entretien, allez tester les crédits de santé et faites-nous un retour. On sera très content de pouvoir bénéficier de votre retour d'expérience. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible et c'est maintenant.
Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. L'avenir se fera avec l'Afrique ou ne se fera pas. L'exposé du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième journée du salon organisé par ZKS Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Avant tout, j'aimerais remercier Zion Kick Up Startup pour m'avoir invité et donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui sur le thème qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui est la protection de l'environnement. J'aimerais vous remercier également, vous toutes et tous, participantes et participants, pour prendre le temps de m'écouter aujourd'hui. Le thème du jour est le très en vogue développement durable. Le sujet est vaste et mériterait des heures, voire des jours de conférence, mais je n'ai que 30 minutes. C'est pourquoi je me limiterai au sujet qui m'est familier, c'est-à-dire la gestion des déchets solides, qui est un des nombreux sujets, domaines du développement durable. Je m'appelle Galia Baudet, je suis ingénieure et formatrice en gestion des déchets. J'interviens principalement sur le territoire roman via la coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets et des ressources. Son petit nom c'est COSEDEC. Mes activités peuvent se résumer en la sensibilisation et la formation du public adulte roman francophone. Cela peut aller de l'agent de déchetterie à des employés d'entreprise, en passant par des universitaires. Et puis, j'accompagne également les communes et les entreprises romandes qui voudraient améliorer leur système de gestion des déchets. En parallèle, je propose depuis plus d'1 an des activités similaires via mon organisation qui s'appelle Waste Lab et il est à l'attention des personnes intéressées pour des projets à l'extérieur de la Suisse mais qui touchent toujours la gestion des déchets. Alors vous allez sûrement vous demander, mais que fait-elle à un forum destiné à la diaspora africaine ? Pour rien vous cacher, tout vous dire, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où 3 de mes frères et sœurs venaient du continent africain. Et donc j'ai été nourrie fraternellement depuis petite par ce continent et il me semblait évident d'aller à sa rencontre plus tard dans ma carrière professionnelle. J'ai donc travaillé sur l'amélioration du système de gestion de déchets solides du port et de la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et j'ai vite compris que les connaissances sur le sujet que j'avais acquises en Suisse me seraient d'une utilité limitée et que je devais en mettre une partie de côté pour en acquérir des nouvelles. La principale leçon apprise lors de cette expérience est que le copier-coller des systèmes fonctionnant en Europe sur le continent africain conduit à un échec. Nous sommes dans des contextes totalement différents, à plusieurs points de vue, et à chaque contexte, sa solution. Quand je parle, on est dans des différents contextes, par exemple, on n'a pas le même type de déchets, on n'a pas le même rapport aux déchets, pas les mêmes conditions climatiques, pas les mêmes problématiques de vie, des plans d'urbanisme différents. Tout ça fait que le système de gestion des déchets ne peut pas être exactement le même qui serait mis en place en Europe, par exemple. Cependant, il y a bien un point commun à ces différents contextes, c'est que si on ne gère pas correctement nos déchets, les risques sanitaires et environnementaux vont apparaître. Donc j'aimerais souligner l'importance de la connaissance du sujet par les différents acteurs locaux, car le terreau sur place doit comprendre les enjeux et ainsi avoir envie de porter ces projets qui concernent finalement le bien vivre de tout le monde.
Donc, retenons, le copier-coller ne fonctionne pas et le terreau local, c'est-à-dire les acteurs locaux, doivent comprendre la démarche. Les connaissances en termes de gestion des déchets et des problèmes sanitaires que cela engendre sont souvent mal connues de la société, autant d'un point de vue des citoyens, des entrepreneurs, mais aussi des politiciens locaux. Ce qui m'apporte à ma deuxième leçon apprise lors d'une formation que j'ai donnée à des étudiants de l'université de Cocody à Abidjan l'année dernière, de l'importance de la sensibilisation des acteurs locaux et de l'importance de la sensibilisation par l'identification. Je m'explique. Par identification, j'entends le sensibilisateur, le formateur, le porteur de projet doit être au plus proche des sensibilisés, des personnes formées ou des collaborateurs de projet. Cela peut être physiquement, par genre, par âge, par nationalité, par ethnie, par dialecte, par niveau social, par religion, mais également par façon de penser, de réfléchir et de travailler. En tant qu'humains, nous sommes plus à même d'écouter et d'être d'accord avec des personnes qui nous ressemblent. Donc si je récapitule les deux leçons apprises, la société est mal, peu ou pas informée des risques qu'engendre une mauvaise gestion des déchets, ce qui va rendre difficile l'implantation de projets de ce type au sein même de cette société. Et bien sûr, passer par la sensibilisation, la formation, vraiment c'est le point le plus principal que je voudrais que vous reteniez, c'est sensibiliser, former et utiliser ce pouvoir d'identification, vraiment. Ce qui m'amène à la conclusion que pour améliorer la situation sanitaire et environnementale sur le continent africain, et pas que, c'est vraiment en règle générale, il est nécessaire de partager toutes les connaissances existantes sur ce sujet avec les populations, et cela doit se faire via des personnes identifiables par ces dernières. Et pour moi, ça doit passer par la diaspora et les universitaires locaux. Mais vous allez sûrement me dire, est-ce que finalement les citoyens sur place ont vraiment envie d'améliorer la situation ? C'est une question à se poser. Deuxième question, est-ce que c'est vraiment un problème urgent, cette gestion des déchets ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et pour répondre à ces interrogations, je vous propose d'étudier le contexte actuel et futur du continent africain à propos de la gestion des déchets. D'un point de vue démographique, je pense que je ne vous apprends rien. D'ici 2050, la population africaine aura doublé. Donc on va avoir de plus en plus de personnes sur le continent. Et puis comme le montre le schéma que vous trouvez ici à droite, nous avons une urbanisation galopante. Donc de plus en plus de personnes qui vont se retrouver en zone urbaine, qui vont être des citadins. Et en se rejoignant comme ça dans les zones urbaines, on va densifier les zones de population, ce qui veut dire densifier la quantité de déchets qui vont être produits à cet endroit-là. En plus du contexte démographique, il faut prendre en compte l'urbanisation. Donc comme on disait, de plus en plus de personnes vont se retrouver dans des mêmes endroits. Et qui dit urbanisation dit plan d'urbanisme. Et souvent ces plans d'urbanisme sont inexistants, voire obsolètes, et n'arrivent plus du tout à suivre la rapidité de l'augmentation de la population. En plus du contexte démographique, il faut prendre en compte aussi le contexte d'urbanisme. Donc là, on a vu qu'on allait avoir de plus en plus d'urbains sur le continent africain, donc de plus en plus de personnes qui vont se regrouper à un seul endroit. Qui dit urbanisation dit plan d'urbanisme, et malheureusement souvent les plans d'urbanisme sont inexistants, voire obsolètes, et ils n'arrivent plus du tout à suivre la rapidité de l'augmentation de la population, ce qui va engendrer une urbanisation anarchique, c'est-à-dire des citoyens qui vont construire des maisons partout, qui vont construire des maisons en zones marécageuses, dans des zones inondables, où l'eau va avoir après du mal à s'évacuer.
Souvent même au sein de la commune, les infrastructures sont soit inexistantes, soit sous-dimensionnées, voire même mal entretenues. Comme vous pouvez le voir sur la photo qui apparaît ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'entretien de cette rivière où l'eau doit naturellement s'écouler au sein même de la ville de Pointe-Noire. Et vous pouvez imaginer tout ce que cela peut engendrer d'un point de vue et sanitaire et aussi environnemental. Évidemment, il faut prendre en compte aussi le contexte de la consommation. Il y a un changement des modes de consommation, notamment dans les zones urbaines. Les personnes vont de plus en plus aller au supermarché plutôt que d'aller au marché, ou même en zone rurale où vraiment là on sera plus sur du déchet organique, donc facile à traiter. Mais en zone urbaine on se retrouve donc dans les mêmes conditions que dans les pays du Nord, donc avec des produits emballés. Et puis beaucoup de ces produits sont importés. Et quand on parle de produits, on parle aussi de l'emballage, mais est-ce que sur place, il y aura le système adéquat pour traiter ces nouveaux déchets ? Donc c'est très important de prendre en compte aussi les modes de consommation. On va peut-être prendre à l'emporter, donc on aura beaucoup de déchets qui vont se faire lors des repas à l'extérieur. Donc c'est aussi à prendre en compte dans notre mise en place d'un système de gestion des déchets. Et le troisième point, c'est le contexte de la gestion des déchets. En règle générale, les systèmes de gestion des déchets dans beaucoup de villes africaines sont rudimentaires, ils sont mal ou peu réfléchis, ils sont sous-dimensionnés, inadéquats face à l'évolution des quantités et de la typologie des déchets. Et on se rend compte que les citoyens, les politiciens, les entrepreneurs, vraiment les personnes sur place sont peu sensibles à cette thématique, donc il y a vraiment encore beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation et de la communication autour de ces problématiques de déchets. En conclusion, je viens de vous brosser rapidement le contexte de la situation, avec le contexte démographique où on voit une augmentation de la population, une urbanisation de la population, le contexte de l'urbanisme, avec des plans d'urbanisme qui sont défaillants, qui sont obsolètes, un contexte de consommation avec des consommations qui vont tendre à créer de plus en plus de déchets et de différents types de déchets, et un contexte de gestion des déchets qui est plutôt au début de sa carrière, on va dire. Donc jusque-là, je pense que vous avez compris que ce contexte va avoir des conséquences et environnementales et sanitaires sur les populations locales. Donc quelles sont ces conséquences ? Si nous avons de plus en plus de gens dans un endroit et puis en plus il va s'urbaniser, ça veut dire qu'on va avoir une concentration des déchets en un seul endroit avec des quantités qui vont ne cesser d'augmenter. Un urbanisme avec des plans d'urbanisme souvent défaillants, ce qui va engendrer souvent des inondations parce que les caniveaux sont mal entretenus. Dès qu'il y a la saison des pluies, l'eau ne peut plus s'évacuer, donc les citoyens sont en danger. On a une destruction des habitats, et puis bien sûr l'eau qui stagne, c'est un danger sanitaire d'un point de vue déjà si on va boire cette eau, si on va l'utiliser pour arroser son potager, et évidemment on imagine bien que ce sont des nids à moustiques et que nous offrons aux moustiques des zones propices à leur développement. Les conséquences de la consommation, du changement de consommation, c'est-à-dire qu'on va avoir une typologie de déchets qui va se diversifier. Peut-être qu'avant on avait juste 2-3 types de déchets, en zone rurale plutôt organiques, et puis maintenant en zone urbaine on va se retrouver avec les mêmes produits qui sont faits souvent dans les pays du Nord, et qui vont exporter ça avec les emballages, donc qui vont devenir des déchets, et souvent sur place le système de gestion de déchets n'est pas du tout, n'a pas été réfléchi pour ces déchets-là. Donc les systèmes de gestion vont devoir toujours être plus poussés,
d'un point de vue technologie, mais aussi d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que les personnes sur place doivent être formées à ces nouvelles technologies et à cette nouvelle typologie des déchets. Et puis finalement, les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets ou d'un système rudimentaire, c'est qu'on va accumuler des déchets en zone urbaine. Et évidemment, si on accumule, on va polluer les sols, on va polluer les eaux. Donc c'est vraiment des gros problèmes environnementaux et par conséquent sanitaires. Et puis si on est plutôt tendance à avoir tendance à brûler nos déchets, là on va vraiment polluer l'air ambiant. Donc on met vraiment sous pression l'environnement et la santé des populations locales. Alors je reviens à mes 2 questions initiales. Est-ce que vraiment c'est un problème, cette gestion des déchets ? Je dis un grand oui. Et est-ce que finalement les citoyens sur place ont vraiment envie d'améliorer la situation ? Et je dis un grand oui s'ils sont sensibilisés et s'ils savent à quoi s'attendre et comprennent vraiment les enjeux d'une mauvaise gestion des déchets. Alors évidemment, la situation donne envie d'agir très rapidement. Les déchets, c'est un sujet qui est émotionnel. On comprend vite que c'est pas naturel d'avoir ces déchets autour de nous et que ça peut nous impacter nous. Cependant, je voudrais vous mettre en garde, car la gestion des déchets n'est pas aussi simple que cela, et de multiples vecteurs entrent en jeu. Autant d'un point de vue technique qu'humain, et même je dirais presque que l'humain prime sur la technique. Je voudrais porter votre attention sur certaines erreurs qui sont souvent faites dans ce domaine, et puis après avoir énuméré les points d'attention, je proposerai des conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer. Les principales erreurs, la principale, c'est croire que l'on va se faire de l'argent rapidement. Généralement, si quelque chose n'est pas fait dans un pays, n'importe où sur la planète, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Les déchets qui rapportent de l'argent sont souvent déjà récoltés par le secteur informel. Quand je parle de déchets qui rapportent de l'argent, je parle surtout des métaux. Donc vous avez sûrement dû voir dans des contextes africains que les métaux, ils restent pas longtemps dans les poubelles, ils seront déjà récupérés et utilisés par les locaux, parce qu'il y a de la valeur. Et puis, les systèmes de gestion des déchets dans les pays du Nord, eux, vont fonctionner car ils sont financés par des systèmes de taxes. C'est par les industriels et par les citoyens. Le deuxième point que je voudrais répéter finalement, parce que c'était ma première leçon du début, c'est que le copier-coller des systèmes existants sur des contextes très différents va mener à un échec. Comme je vous disais, typologie et quantité des déchets sont différents selon les endroits. Les contextes culturels et sociaux sont différents. Les conditions climatiques, économiques, politiques sont différents. Donc si tout ça est différent, on ne peut pas avoir le même système de gestion des déchets. Et c'est vraiment important, car souvent on rencontre des belles idées dans certains pays et on essaye de les copier directement dans un autre pays et puis on voit que c'est un échec. Même au sein même d'un pays, entre deux villes, le système de gestion des déchets va devoir vraiment être adapté à son propre contexte et pourrait être différent entre les deux villes. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Les conseils que je pourrais vous donner par expérience, c'est qu'il est très 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 important de connaître votre contexte, de le vivre ou avoir vraiment des partenaires locaux qui le connaissent très bien. Car vous pouvez avoir des belles idées, mettre en place des projets et puis finalement arriver à un point que vous ne saviez pas, pour lequel vous ne vous attendiez pas,
parce qu'il y a une telle religion ou une telle tradition dans la population locale qui fait que votre projet ne pourra pas aller plus loin. Donc c'est vraiment, tout doit être connu, surtout quand on parle de déchets, parce que le déchet n'a pas la même définition, n'a pas la même valeur, ne réveille pas les mêmes choses dans chacun de nous sur la planète. Le deuxième point, ça serait de commencer petit avec des projets pilotes. Donc ne partez pas en voulant révolutionner le monde, souvent c'est ce qu'on veut faire et c'est là que les problèmes commencent, c'est qu'on veut d'un coup gérer tous les déchets d'une ville, puis d'une capitale, puis du pays entier, puis du continent et finalement rien ne se fait. Donc il faut commencer petit et après agrandir et fignoler, peaufiner les projets en les agrandissant. Évidemment, entourez-vous de spécialistes du terrain qui vous dirigeront et vous éviteront les erreurs courantes. La gestion des déchets est un domaine technique, il y a des spécialistes qui existent, souvent il y a déjà des spécialistes sur le terrain, il faut les trouver et il faut que vous vous armiez de leurs compétences pour avancer avec eux. Et finalement, la gestion des déchets est d'ordre public. Donc tous les acteurs du système, autant les citoyens que le secteur public, je pense aux communes et aux privés, doivent être engagés dans la démarche. Et pour cela, ils doivent être sensibilisés et y trouver un sens. Si maintenant on pose des infrastructures sans que les personnes locales comprennent pourquoi on fait ça, c'est échec. Il faut vraiment que les infrastructures, ces problématiques soient vraiment emmagasinées par les populations locales pour qu'elles vous accompagnent, pour qu'elles se sentent engagées et qu'elles fassent perpétrer et réussir ce projet. Donc ce qu'il faut retenir, 3 points que j'aimerais que vous reteniez. Les conséquences d'une mauvaise gestion des déchets sur l'environnement et sur la santé des Africains sont actuelles et elles vont s'empirer si les systèmes de gestion des déchets ne sont pas améliorés. Donc il y a urgence, urgence, urgence. Deuxième point, il existe des solutions adaptées à chacun des contextes pour améliorer la gestion des déchets. Il suffit de savoir son contexte et après on peut trouver les solutions pour celui-ci. Et tous les acteurs locaux doivent comprendre les risques encourus et l'urgence de la situation, et pour cela, une sensibilisation et formation de ces derniers est incontournable. Et pour moi, je veux vraiment que vous reteniez ça, est incontournable. Il faut même commencer par là. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez me retrouver soit sur mon site internet, ou sinon vous pouvez m'écrire un email à info@wasteLab.org et puis je vous attends vendredi pour la partie réseautage. J'espère que le sujet vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose. Et puis moi je suis passionnée du sujet, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter pour en discuter. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zayankika.com. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. 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 N'oubliez pas de vous abonner.
À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour tout le monde et merci pour cette opportunité de vous présenter Original, la plateforme pour éradiquer les médicaments contrefaits en Afrique. Original est une SA suisse créée en juin 2020 qui propose des services de consulting et de développement de plateformes technologiques qui ont pour mission la lutte contre la contrefaçon et le trafic illicite. Il est important pour nous de rendre très clair que nous ne sommes ni un fabricant ni un fournisseur de solutions de traçabilité. Notre expertise technologique se fonde sur une solution innovante d'agrégation de ces solutions afin de faciliter les parties concernées, soit les gouvernements, les institutions, les forces de l'ordre, les industries privées et tout particulièrement les patients et les consommateurs. Aujourd'hui, la Chambre internationale du commerce prédit que la contrefaçon drainera plus de 4,2 billions de dollars de l'économie d'ici 2022. L'OMS rapporte que ce sont plus de 200 milliards de dollars de médicaments contrefaits qui sont recensés chaque année depuis 2017. Les efforts de lutte contre la contrefaçon sont extrêmement fragmentés, ce qui encourage les contrefacteurs et empêche une lutte harmonisée et donc effective. Ce qui nous amène en Afrique, c'est que l'OMS estime qu'un médicament sur 10 est contrefait ou de qualité inférieure et que 42% des signalements proviennent d'Afrique subsaharienne. Il est important, et le plus important, des centaines de milliers de vies sont perdues dû à ce trafic qui enrichit les grands groupes criminels et finance des agences terroristes. Original permet l'agrégation de la lecture de ces solutions de traçabilité et de sécurité. De façon totalement neutre et transparente, nous ne favorisons aucun parti, mais offrons la possibilité d'identifier et de vérifier l'authenticité d'un médicament ou produit pharmaceutique. Concrètement, c'est une application web et mobile qui permet à son utilisateur d'obtenir une réponse en real time sur le produit scanné, lui permettant de choisir un produit en toute connaissance de cause. L'application web permet de retranscrire les scans en une multitude de data collectionnées. La plateforme Original est donc aussi bien un outil B2B que B2C. Nous nous situons comme maillon final de la chaîne de valeur, apportant des avantages innovants et attractifs pour tous les partis pris. À ce jour, nous n'avons pas encore vu d'initiative neutre comme la nôtre. Certains fournisseurs de solutions de traçabilité essaient de s'imposer comme solution unique auprès de Google. Plus de 15 ans chacun dans l'industrie de la sécurité, Hans, notre CEO, et Ham, notre CTO et moi, avons travaillé ensemble et parallèlement dans différentes structures, aussi bien institutionnelles qu'en entreprise ou en start-up. De plus, notre CTO manage notre équipe d'une cinquantaine de développeurs et d'ingénieurs. Nous sommes donc une start-up jeune, mais avec une équipe qui se connaît depuis longtemps et qui a déjà fait ses preuves. Au travers de notre POC obtenu en septembre 2020, avec pour mandat du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, nous allons démontrer la robustesse de notre plateforme et démontrer les avantages d'adopter Original. Une fois démontré, d'ici la fin de l'année, l'accord cadre stipule l'adoption de notre solution pour une durée de 3 à 5 ans. En parallèle, nous sommes en discussion avec 3 autres gouvernements africains dont le retour est très encourageant. Nos ambitions sont ensuite de déployer Original dans la majorité des 54 États africains et au-delà. Le financement de cette plateforme se fait pour les gouvernements à aucun coût. C'est une plateforme autofinancée. Par contre, pour les fabricants et distributeurs de médicaments, ils y participeront via une licence basée sur le nombre de produits distribués. En échange, ils bénéficieront d'un nombre important et surtout nouveau de données analytiques. Les solutions de sécurité ou de traçabilité contribueront au projet via les frais d'intégration à la plateforme. Alors, rejoignez-nous. Nous recherchons des partenaires établis et de confiance dans chaque pays afin de créer des joint ventures. Nous sommes convaincus que le savoir-faire et la gestion de chaque plateforme doit se faire sur place. Ainsi, chaque plateforme déployée créera des emplois locaux et permettra la transmission de formation et de savoir pour les personnes locales. Je vous remercie infiniment pour votre attention et reste à disposition en cas d'intérêt. Merci Margot pour la présentation. On aura quelques questions pour vous, pour approfondir certaines questions.
La première qui n'est pas négligeable, c'est le pourcentage de médicaments contrefaits. Donc, on a noté 1 sur 10. Est-ce que ces statistiques concernent c'est une statistique monde ou elles concernent que l'Afrique subsaharienne? On n'était pas très au clair sur ces 10%, enfin 1 sur 10. Alors, j'ai pris cette information du site de l'OMS et c'est correct, c'est pour l'Afrique subsaharienne. D'accord. Et du coup, si on comprend bien, toute votre partie business plan et chiffrage est basé sur 1 sur 10, qui est en fait la taille du marché pour vous. Oui. D'ailleurs, on peut compléter en disant que dans certaines parties d'Afrique, on a même trouvé des statistiques qui disent que 70% des médicaments sont contrefaits. Mais on se base sur le 1 sur 10. D'accord. On entend, mais du coup, entre 70% et 10%, du coup, on n'était pas très au clair sur cet écart, si vous voulez, de perception. Oui. Oui. Alors, et du coup, par rapport à la solution, donc vous avez une solution B2C et B2B. Concrètement, ça se passerait comment sur du B2C? Donc, on est dans des environnements un petit peu différents où le canal de distribution est relativement éloigné de ce qu'on peut trouver en Europe. Comment ça se passerait concrètement donc pour une personne qui voudrait s'assurer que son médicament est juste? Est-ce que vous entrez en matière dans ce processus-là? Alors, comme expliqué, donc Original se présente comme une application web et je n'ai pas de chiffres sous les yeux, mais on sait que même en Afrique, même dans les parties, pas les plus pauvres, mais dans les grandes villes, dans les parties urbaines, tout le monde est équipé d'un smartphone aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir simplement aller soit en pharmacie, soit que ce soit le médecin ou l'infirmière qui puisse vérifier l'authenticité du produit avant de l'administrer. Donc, même le patient lui-même, s'il va en pharmacie, il pourra faire le scan lui-même, mais on sait aussi que dans certains endroits, on donne un médicament à la pièce. Et donc, le distributeur, le patient pourrait demander au distributeur, vérifie avec mon téléphone, moi j'ai l'application Original, vérifie, scanne le produit avant que tu me le donnes. Alors, comment, durant le processus d'acheminement des médicaments vers les pays, vérifiez-vous l'identification des 10 médicaments? Alors, nous, on se positionne dans la chaîne des valeurs, comme je l'ai expliqué, ce last mile. Donc, nous, on fait l'agrégation de ces solutions de sécurité qui font ce travail de traçabilité. Donc, nous, on arrive en tout bout de chaîne et permet de favoriser à l'utilisateur final l'utilisation de la multitude de solutions de traçabilité qu'il existe aujourd'hui. Donc, nous, on ne se positionne pas en début de chaîne, on ne fait pas la vérification dans la chaîne de distribution initiale des médicaments. Ça, c'est le travail des fournisseurs d'authentification et de solutions de traçabilité. Nous, on se situe plus loin, vraiment à la fin de cette chaîne où on offre cette option de défragmentiser toutes ces solutions qui existent aujourd'hui et qui ont besoin de multitudes d'applications différentes. Nous, on permet la lecture à travers une seule application. Très bien. Et dans tout cela, pouvez-vous nous rappeler le rôle des gouvernements? Alors, pour les gouvernements, les grands avantages, c'est de pouvoir, se positionner en tant que leader mondial dans la lutte contre la contrefaçon et le trafic illicite, de vraiment montrer leur intérêt de protéger les intérêts nationaux et de leurs citoyens. Et nationaux, c'est vraiment dans un esprit financier, j'ai envie de dire quand même, de pouvoir, beaucoup de produits qui sont tracés, la raison pour laquelle ils ont des solutions de traçabilité, c'est pour que le gouvernement puisse les vérifier et obtenir des taxes ajouter à ces produits. Et donc, en ayant une vision holistique de la production et du mouvement dans le pays, il s'assure que les recettes fiscales soient pleines, voire même grandissantes à travers la solution. Alors, dernière question peut-être, comment l'application permet de confirmer la traçabilité? Alors, elle ne permet pas de confirmer la traçabilité, elle permet d'identifier et d'authentifier un produit.
Donc, elle permet, à travers les solutions de traçabilité, de pouvoir dire oui, ce produit est reconnu par le détenteur de marque ou attention, veuillez appeler soit le ministère de la Santé, soit le détenteur de marque pour vérifier ce qu'il en est, car il y a un doute. C'est-à-dire qu'elle scanne un produit pour le dire, c'est ça? Excusez-moi? C'est-à-dire qu'elle scanne un produit qu'on lui présente pour donner ce verdict. Exactement. Elle Mais scanne d'abord quoi? le code barre. Alors, elle scanne d'abord le code barre et l'information du code barre va lui donner l'information. Ce produit détient une solution de sécurité et l'utilisateur va être accompagné. Voilà, c'est un code alphanumérique, c'est un data matrix, c'est un scratch code, c'est un hologramme. Et si c'est quelque chose, si c'est une solution qui est liée de manière technologique, eh ben, il va pouvoir scanner toujours avec la même application le code alphanumérique, le code QR par exemple, et obtenir la réponse tout de suite. Très bien, je pense qu'on a très bien compris. Merci pour ces précisions. Finalement, ce qu'on en comprend, c'est que c'est un code barre qui est présent sur la boîte et qui permet d'identifier que le produit il est conforme et fabriqué par les bonnes personnes en amont. Alors, le code barre, c'est la porte d'entrée. Voilà. Très bien, très bien. C'est tout clair. Merci beaucoup, Margot, pour avoir répondu à toutes ces questions. On y voit beaucoup plus clair. On vous souhaite bonne continuation et bonne chance pour vous pour la suite. Et puis, bonne journée. Merci beaucoup, c'est très gentil. À très bientôt. Merci. Au revoir. Time is now to build the future of Africa. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Vous aussi participez au salon en envoyant votre vidéo « Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible » dans la langue de votre choix à l'adresse mail salon2020@zayankika.com. N'oubliez pas de vous abonner. À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour à tous. Qui ici n'aimerait pas avoir accès aux services de santé aisément? Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé se fait de plus en plus difficile. Environ 400 millions de personnes n'ont pas accès à ce besoin vital qui est la santé. Le taux de mortalité se fait de plus en plus élevé et l'espérance de vie assez faible. Allo SOS 237 est là pour répondre à ce problème. Il permettra via une application reliée à une plateforme web d'assurer le relais entre la population et les services de santé via des e-services. Ces services sont principalement le e-tracking, le e-consultation, le e-localisation, le e-payment, le e-assurance et le recording. E-consultation, pourquoi? Parce que via cette application, on pourra avoir une première consultation en ligne. On pourra également être géolocalisé en cas d'accident ou en cas de maladie qui nous permettent de ne pas nous déplacer ou bien si nous sommes en zone rurale. Parce qu'en zone rurale, là, on a prévu un système qui puisse entrer sur des téléphones cellulaires via des appels d'urgence, de pouvoir passer soit un SMS, soit de pouvoir joindre un standard, soit alors de pouvoir être géolocalisé pour diriger des équipes de santé aisément vers la personne sinistrée. Aujourd'hui, le digital est de plus en plus intense. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est connecté à un téléphone. Donc, pourquoi ne pas utiliser cet outil-là pour également permettre à ce que la santé devienne également aussi digitale? Donc,
avec ce service, on peut premièrement avoir une consultation en ligne sans pour autant se déplacer, pouvoir avoir un compte où on a une assurance maladie, si on peut dire, une assurance maladie qui nous permet de payer soit les frais de santé d'un de nos proches ou bien soit nos propres frais de santé. Maintenant, de pouvoir également payer en ligne des frais médicaux, de pouvoir être géolocalisé, de passer des informations de santé, de passer des informations préventives pour informer la population et aussi de pouvoir être localisé en cas de besoin et de signaler au service de santé notre position exacte. Ça, c'est tout ce que SOS Allo 237 aimerait faire. Aujourd'hui, nous nous proposons en fait par un SMS, par un appel, de pouvoir relier les soins de santé et la population de façon immédiate et avec promptitude. Le Cameroun en particulier aujourd'hui a une population qui est estimée à 25 millions d'habitants. Nous estimons que via un SMS qui coûte peut-être 50 et un appel de 100 francs, notre projet peut permettre de se rentabiliser et aussi d'aider la population, donc à caractère lucratif et à caractère social également. Donc, le marché camerounais représente forcément un positionnement qui est assez conséquent. Et le but étant que la population urbaine et la population rurale n'ayant pas accès aux soins de santé puissent également en bénéficier. Nous voulons, dans ce cadre-là, pouvoir mettre le dispositif en place pour qu'il soit dans qu'il puisse couvrir en fait l'étendue de notre pays, l'étendue du pays, de pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun, que ce soit quelqu'un qui soit en zone urbaine, que ce soit quelqu'un qui soit en zone rurale. Mais aussi, nous voulons également que par notre équipe, qui est composée premièrement de Tatiana Bimogaki, moi, personnellement, ai des connaissances en management et en finance, d'un médecin généraliste qui pourra gérer ce volet de consultation, de premiers soins, et aussi de notre IT qui va nous permettre, en fait, via une autre équipe de développeurs, de pouvoir mettre en place le système que nous avons pensé et imaginé, en fait. Nous voulons, dans ce but-là, créer cette application pour redonner le sourire aux populations, pour leur permettre de bénéficier de ce service, de ce besoin qui est la santé, qui est un besoin vital, pour nous permettre également de rallonger notre espérance de vie. Et pour ça, nous comptons également utiliser vraiment une vaste campagne de communication pour pouvoir, augmenter le taux de personnes qui vont utiliser pour divulguer l'application et pouvoir faire en sorte que tout le monde ait accès à cette plateforme-là qui pourra aider tout le monde. D'ici à 2024, nous espérons que cette plateforme sera déjà fonctionnelle dans presque toutes les villes du Cameroun et s'étend maintenant en Afrique, dans d'autres pays. Merci beaucoup. Merci Tatiana pour votre présentation. C'est un projet très intéressant. Avec le jury, on a quelques questions. On aimerait bien que vous puissiez y répondre pour approfondir certains points, notamment sur les services que vous proposez. Il y en a un que vous avez nommé info préventive à la population. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez, dans le sens où ça semble un petit peu différent avec les autres services? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça comporte? OK. Pour les informations préventives, principalement, il s'agit de travailler en corrélation avec les autorités sanitaires. Ça veut dire quoi? Si peut-être nous avons peut-être une distribution de moustiquaires quelque part, nous, on peut passer facilement l'information pour qu'elle atterrisse facilement dans un téléphone ou bien par SMS chez la personne, de lui dire, OK,
vu ta localisation, le plus proche pour toi serait d'aller à tel endroit pour avoir accès peut-être à ces moustiquaires-là. S'il y a des séances de vaccination, OK, voilà les vaccinations, elles vont se dérouler de tel jour à tel jour. Elles auront lieu à tel endroit. Toi, facilement, tu pourrais aller à tel endroit. Donc, c'est juste dans ce cadre-là, la prévention, en fait, et l'information aussi. Très bien. Ça peut être D'accord, merci. dans le corona, mais... Non, non, très bien, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que vous avez déjà déployé votre solution quelque part au Cameroun? Puisque ce n'est pas hyper clair dans la présentation s'il y a déjà eu des projets pilotes. Bon, par rapport au projet pilote principal, pas encore. Mais on a des partenaires qui travaillent dans des solutions en ligne. On a essayé de voir avec eux. Par rapport au pilote, on ne l'a pas encore testé pour SOS Allo 237, mais on l'a fait avec des partenaires qui offrent déjà des solutions en ligne, c'est-à-dire des consultations en ligne. On s'est dit, OK, par rapport à votre base de données, est-ce que vos clients seraient intéressés par peut-être ce volet-là? Donc, on a fait une sorte de sondage pour essayer de voir combien de personnes seraient intéressées à avoir accès à cette plateforme, à cette application. Donc, ça, ce sont déjà des avancées qui ont été faites et on essaye de mettre en place tout ce condensé de services et de le faire développer. D'accord, très bien. Et par rapport aux besoins, est-ce que vous pensez que le besoin est le même pour tout le monde? Est-ce que, disons, quelqu'un qui travaille, qui vit dans une grande ville, par rapport à quelqu'un qui vit dans un village reculé, est-ce que vous auriez tendance à prioriser l'un ou l'autre, ou est-ce que vraiment vous targetez toute la population? Bon, notre target, c'est toute la population parce que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, les besoins sont différents, c'est vrai. Les besoins sont différents parce qu'en zone urbaine, ils n'ont pas assez de communication, ils ne peuvent pas avoir accès à certaines informations de façon facile, les routes sont enclavées et tout. Donc là, c'est un peu autre chose. Certains n'ont pas de réseau. Parfois, c'est juste la radio qui peut passer de temps en temps des informations. Donc, leur besoin, il est particulier. Mais en ville également, nous avons des besoins qui sont réels. Pourquoi? Parce que on ne sait pas toujours quelle est la pharmacie qui est de garde, quel est l'hôpital qui est ouvert à telle heure. On ne sait pas toujours vers où on doit se diriger en cas d'urgence. Donc, c'est un besoin qui est réel en zone urbaine comme en zone rurale. D'accord, très bien, je vous remercie. Et par rapport à la communication, dans un des slides, vous montrez qu'effectivement, vous allez faire une campagne au niveau des réseaux sociaux. On a vu les noms principaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Avoir un téléphone ne veut pas forcément dire avoir une connexion Internet avec toutes les applications qu'il y a derrière, ni avoir ce qu'on appelle un smartphone. Comment vous pensez que vous allez pouvoir différencier votre approche en termes de communication? OK. Pour la communication, principalement, on s'est dit, c'est vrai que peut-être en zone rurale, tout le monde n'a pas un téléphone Android, n'a pas accès à la connexion Internet. Mais dans une famille, au moins, une personne sur, comment je vais dire, 2 personnes sur 10 sont constamment connectées. Ça veut dire, moi, je ne peux pas avoir accès peut-être à la connexion, mais ma soeur ou bien mon frère a accès à cette information-là. Donc, en passant l'information sur les différents réseaux sociaux, ça permet déjà de véhiculer l'information. L'information, elle va se transmettre de personne par personne. Aussi, c'est vrai que c'est intéressant de la passer dans les médias, de la passer à la radio également, parce que la radio, elle est plus dans les zones rurales. Mais le bouche à bouche aussi va aider. D'accord, très bien. J'ai une petite dernière question. Au niveau du plan financier, est-ce que votre approche commerciale, je dirais, fera un business rentable de votre projet? Et si oui, quand et comment vous comptez générer des revenus? OK. Par rapport à notre business plan, on espère générer les revenus de plusieurs façons. Parce qu'on s'est dit, OK, on veut installer le service de consultation en ligne. Consultation en ligne, lui, il génère des frais. Pourquoi? Parce que via l'appel déjà, on va voir les différents les télécoms, les services de télécom pour s'entendre sur un partenariat avec eux. Pourquoi? Parce que plus la consultation, elle met en ligne, plus nous également, on va se faire des commissions sur les consultations en ligne. Deuxièmement, également, on a inséré le service de paiement en ligne. Le paiement en ligne intègre des commissions qui vont également être rentables.
En plus de cela, nous avons également un service de SMS et d'appel d'urgence, où on compte également et aussi s'allier avec les autorités de télécom et sanitaires pour voir dans quelle mesure le partenariat il peut être fait. On a déjà pris des procédures, en fait. On est déjà en train d'aller vers eux pour leur proposer déjà la solution et de leur dire, OK, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Maintenant, également, nous avons le système de souscription. Pourquoi? Parce qu'on a des hôpitaux et des centres de santé, des dispensaires et tout, qui sont dans le cadre des services gouvernementaux, services publics. Et il y a d'autres qui sont particuliers. Ça veut dire, eux, ils peuvent souscrire pour être répertoriés dans les différents services de santé qui seront sur la plateforme, où ils peuvent facilement se rendre, où les personnes peuvent facilement être dirigées. Donc, cette souscription-là également est un moyen de financement également. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, Madame Tatiana. Au revoir. Au revoir. Des questions? Rendez-vous ce vendredi durant le temps de réseautage en ligne. Pour cela, inscrivez-vous sur www.salonafriquezks.com. À demain! Ja, es ist möglich, das von uns gewünschte Afrika aufzubauen. Building the Africa that we always dreamed of is possible. Afrika twifuza kubaka irashoboka. Mfamfa msopa pelusi pakwadzi sihag hafu sihag hafu. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est bien possible. L'Africa che vogliamo battere è possibile.